Quelques secondes dans ce début de vidéo pour vous souhaiter une belle année 2022, pleine de charges héroïques, d'inventeurs illustres et de bateaux anglais coulés. Je commence cette année avec une bonne nouvelle. En effet, depuis plusieurs mois, je vous parle de la nécessité de reprendre en main notre histoire et notre cinéma, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous l'aurez également constaté, il y a enfin une vraie introduction pour les vidéos de ma chaîne, ainsi que l'apparition, une fois par mois, d'un mème sélectionné en concertation avec le créateur de l'excellent groupe Nurchi l'Histoire de France 2.0, qui est un groupe humoristique sur l'histoire de France donc, avec des mèmes d'excellente qualité sur lesquels vous allez bien rigoler. Vous retrouverez tous les liens utiles en description de la vidéo, dans la rubrique réseaux sociaux. Maintenant, place à la bataille, bon visionnage. Vous connaissez très certainement la célèbre bataille d'Iéna, où Napoléon Bonaparte fit ravaler ses gourdins à la reine de Prusse. Cette victoire n'aurait certainement pas été si resplendissante sans l'éclatante victoire du maréchal Davout, quelques kilomètres plus loin, à Auerstedt. Le 14 octobre 1806, Français et Prussiens se livrèrent une terrible bataille au nord du duché de Saxe, à 15 km au nord d'Iéna, en Thuringe. Le 3e corps de l'armée française, qui comprenait 20 000 à 26 000 hommes selon les sources, sous le commandement du maréchal Louis-Nicolas Davout, affronte l'armée prussienne de 60 000 hommes, commandée par le général Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick-Lunebourg, et par le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III en personne. La création de la Confédération du Rhin, après la bataille d'Austerlitz, a été mal acceptée par les Prussiens. Ceux-ci, aveuglés par la réputation qui s'attache à leur armée depuis Frédéric II, n'hésitent pas, le 1er octobre 1806, à poser un ultimatum à la France, la sommant d'évacuer l'Allemagne. Napoléon réagit en dirigeant la grande armée vers le Maine pour se porter au devant de l'armée prussienne qui se concentre en Saxe, à l'abri des montagnes de Thuringe. Après un premier engagement victorieux à Saalfeld le 10 octobre 1806, au cours duquel périt le prince Louis de Prusse, Napoléon se met à la poursuite de l'armée prussienne et apprend le 13 octobre qu'il l'a rejointe, non loin d'Iéna. Il envoie donc Louis-Nicolas Davout et Jean-Baptiste Bernadotte en avant, leur ordonnant de franchir la Saale pour se diriger vers Apolda et Weimar et couper la retraite de l'ennemi. Selon ses calculs, tandis que lui-même affrontera le gros de l'armée prussienne, ses maréchaux n'auront en face d'eux qu'une arrière-garde. C'est tout le contraire qui va se produire. À l'aube du 14 octobre, Davout quitte Naumbourg en direction du sud-ouest avec les 26 000 hommes de son seul 3e corps. Bernadotte, qu'il déteste et le jalouse, s'est en effet refusé à conjuguer leurs forces. Le commandant du 3e corps a eu beau proposer de laisser à son collègue le commandement de leur entreprise conjointe, rien n'y a fait. Vers 6h30, la division de Charles-Étienne Gudin passe la Saale sur le pont de Kösen. Elle franchit ensuite le défilé du même nom et commence l'escalade du plateau sur lequel se tient le village de Hassenhausen, à 7 km de la rivière. Comme à Iéna au même moment, un brouillard opaque recouvre la campagne. Un détachement de chasseurs à cheval, envoyé en éclaireur, livre la première escarmouche de la journée en tombant inopinément sur une troupe de cavaliers prussiens. Ceux-ci font partie du détachement de Blücher. D'abord victorieux, les Prussiens sont bientôt arrêtés et refoulés par les carrés d'infanterie français. La bataille d'Auerstedt a commencé. Dans le brouillard, la cavalerie du général Blücher, qui déjà débordait la droite du maréchal Davout, menaçait de la tourner et de l'envelopper. Alors, Davout ordonne au 25e régiment d'infanterie de ligne d'aller tenir le village. Avant d'y arriver, ils doivent affronter les troupes avancées de l'ennemi et, après un court combat, occupent le village et en contrôlent les accès. À 9h, alors que le brouillard se dissipe, la division Gudin est fermement établie autour du village lorsqu'apparaît la division prussienne signalée. Voyant les Français, Blücher décide immédiatement d'attaquer. Les charges successives de sa cavalerie se brisent sur les carrés français et finissent par une débandade. Au nord, une batterie à cheval prend alors position pour canonner la droite des Français. Cependant, Davout avait ordonné à la division Friant de manœuvrer sur ce côté, ce qui bouscule cette batterie. En même temps, le village de Popel était enlevé par le colonel Higonnet qui prit aux Prussiens un drapeau et 3 pièces de canon. Le maréchal Davout se porta en avant, laissant Auerstedt sur sa gauche. Les Prussiens font avancer leur 2e ligne et la division Wartenzellen menace de contourner au sud. Les Prussiens font reculer les Français, qui sont sur le point de céder dans le village lorsque la division Morand entre en ligne vers 11h. Une charge de la cavalerie prussienne est à nouveau décimée. La première brigade de Score enleva à la baïonnette
le village de Hassenhausen. Le duc de Brunswick, qui commandait personnellement la charge, est blessé grièvement à 10 h, ce qui accentue la défaillance des troupes prussiennes. À 11 h du matin, le roi de Prusse ordonna une attaque générale. Le prince Henri, son frère, se mit lui-même à la tête d'un corps nombreux de cavalerie prussienne. Le prince Henri ayant été blessé dans une charge, ses troupes se replièrent et vinrent se ranger derrière l'infanterie, tandis que le général Morand, les attaquant à son tour, les dispersa dans la plaine. Depuis que le duc de Brunswick avait été forcé de quitter le champ de bataille, le roi de Prusse conduisait en personne toutes les attaques. La gauche des Français étant dégarnie de cavalerie, il voulut tenter d'enfoncer l'infanterie pour tourner ensuite la division Gudin. Mais le maréchal Davout, devinant les intentions du roi de Prusse, envoya le général Morand pour empêcher cette manœuvre. Le maréchal Davout, profitant du succès de ses deux ailes, fit avancer le centre de son corps d'armée. L'armée prussienne se retira en désordre, laissant sur les hauteurs de Hassenhausen la plus grande partie de son artillerie. Les deux divisions de réserve se mirent alors en ligne. Le prince de Prusse, commandant les grenadiers, et le général Blücher, qui avait rallié toute la cavalerie, appuyaient le mouvement. Le maréchal Davout se rendit à l'aile droite, ce qui achevait de décider la victoire par un mouvement de conversion. Une des deux divisions de réserve de l'armée prussienne, étant presque tournée, prit alors position avec une forte batterie de soutien. Pendant ce temps, le général Grandot arrivait par la droite sur le plateau avec le 3e régiment. À la vue de ce renfort, les Prussiens abandonnèrent précipitamment leur position, la dernière qu'il leur resta, laissant 22 pièces de canon au pouvoir des Français. Le roi Frédéric Guillaume III, malgré son avantage numérique, fait sonner la retraite vers 14 h. Davout le presse de près et lance la poursuite à 17 h, provoquant la déroute des troupes prussiennes qui se mélangent aux fuyards de la bataille d'Iéna. À cet instant, la bataille a déjà fait 10 000 victimes prussiennes, morts et blessés, confondus. 3 000 combattants supplémentaires sont tombés aux mains des Français. Le reste se replie en direction de Weimar, mais au sud-ouest d'Apolda, les vaincus d'Auerstedt se trouvent réunis à Sudiena, qui fuit devant la cavalerie de Joachim Murat. Le mélange de ces corps en déroute provoque un désordre irrémédiable. La panique s'empare des soldats prussiens qui jettent leurs armes pour fuir plus à l'aise. Toute organisation étant abolie, les fuyards courent à toutes jambes vers Weimar, au milieu des chevaux de leurs poursuivants, qui les hachent à coups de sabre et entrent avec eux dans la ville. Le roi Frédéric Guillaume gagne à grande peine Zemerda, à une trentaine de kilomètres du champ de bataille, avec quelques escadrons. La reine Louise de Prusse, de son côté, a dû quitter Weimar vers 4 h de l'après-midi, aux premiers échos de la défaite. Cette défaite, conjuguée à celle d'Iéna, subie le même jour par le reste de l'armée prussienne, a pour conséquence la dissociation à peu près totale de cette dernière. Le découragement est tel, chez ceux qui restent de troupes à Frédéric Guillaume III, que des forteresses et des villes vont capituler dans les jours suivants devant de simples régiments de hussards. 3 semaines plus tard, le 27 octobre, Napoléon entre à Berlin, laissant d'ailleurs le 3e corps et Davout le précéder, en hommage à l'extraordinaire victoire obtenue par ceux-ci face à des troupes 2 à 3 fois plus nombreuses. Hohenlohe puis Blücher poseront les armes peu après. Le 30 novembre 1806, un armistice est conclu. La guerre, elle, se poursuivra en Pologne, le roi de Prusse plaçant désormais tous ses espoirs dans l'intervention du tsar Alexandre Ier. Celui-ci ne justifiera guère sa confiance en sacrifiant son allié après sa propre défaite. Le traité, signé à Tilsit, le 9 juillet 1807, coûtera à la Prusse la moitié de son territoire, 5 millions d'habitants, et la quasi-totalité de ses places fortes, assortie du paiement d'une indemnité de guerre de 120 millions de francs. Pour la plupart, vous connaissez mes intentions avec cette chaîne, celle de défendre notre histoire face aux obscurantismes modernes en la faisant vivre. J'ai de très nombreux projets pour cela. Seulement, pour les réaliser, il faut des moyens financiers et techniques, un réseau de promotion et une base conséquente d'abonnés. Ces outils, je ne les ai pas à disposition, d'autres les ont, et il est donc de mon devoir de promouvoir leur initiative. L'association Terre de France, que vous connaissez peut-être, se lance dans ce projet. Ils ont et ils auront tout mon soutien, quel que soit le rendu, car l'initiative est là. Ils donnent un élan qui va dans le bon sens, celui de la défense de notre patrimoine. Alors, à tous mes abonnés qui partagent mes valeurs, allez les soutenir en parlant de leurs projets autour de vous, ou même financièrement si vous le pouvez.